Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla et on commence cette émission par la politique puisqu'on vote ce dimanche donc 23 septembre dans la 7e circonscription législative partielle donc et ce soir c'est politique. Bonsoir Jean-Pierre Marchaud. Bonsoir Gismi. Je pensais me tromper sur le prénom. Alors, l'étiquette politique aujourd'hui, c'est Europe Écologie Les Verts Réunion. D'accord. Et vous êtes venu sans votre suppléante qui est... Hélas, Geneviève Payette, qui est psychologue de formation, n'a pas pu venir. Elle a un empêchement familial. Elle regrette. Moi aussi, je le regrette parce que j'aurais bien aimé qu'elle se présente et qu'elle intervienne sur sa partie que je maîtrise moins. Voilà. D'accord. On va d'abord d'abord présenter Jean-Pierre Marchaud. C'est qui est Jean-Pierre Marchaud? Alors moi, je suis prof de philo. En fait, j'ai arrêté ma carrière il y a 2 ans. J'arrive à l'âge de la retraite. Donc, je suis installé à La Réunion depuis trentaine d'années. Je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai beaucoup milité dans le milieu associatif et syndical. J'étais responsable au niveau de la commission exécutive de la CFDT. Et je suis au Vert puis Europe Écologie depuis une vingtaine d'années à peu près. Et je suis actuellement le secrétaire régional de ce parti. Je suis aussi élu à Saint-Denis et à la Cinor où j'ai en charge tous les problèmes de la mobilité urbaine, notamment les projets téléphériques, etc. Alors, concernant la motivation, qu'est-ce qui a fait que Jean-Pierre Marchaud a quitté sa circonscription de Saint-Denis pour venir dans l'Ouest? Je vais vous dire comment ça s'est passé. Dès que j'ai appris que Thierry Robert était démis de ses fonctions au mois de juillet, début juillet, immédiatement, j'ai dit à mes camarades, nous ne pouvons pas ne pas être présents sur cette élection, vu que nous sommes les seuls à intervenir régulièrement sur toute la problématique environnementale, le prélèvement des andins, les carrières, les pollutions du lagon, etc., notamment depuis plus d'un an. Donc voilà, j'aurais préféré que ce soit Geneviève Payette, puisqu'elle est de l'Ouest, qui se présente, mais pour des raisons qu'elle m'a exposées, elle préférait être uniquement suppléante, donc on a discuté au sein du parti. Voilà, donc c'est moi qui m'y colle en quelque sorte, mais en sachant que l'écologie n'a pas de frontières, donc même si effectivement je suis élu à Saint-Denis, donc je pense qu'il fallait une candidature écologiste, puisqu'il suffit d'entendre aujourd'hui les différents candidats, même ceux qui essaient de parler le langage de l'écologie, pour se rendre compte qu'il faut des écologistes présents, et notamment sur un territoire où il y a tellement d'enjeux sociétaux et environnementaux. D'accord. Avant de parler programme, j'ai 3 questions. Le premier, bien sûr, c'est la carrière de Bois-Blanc, puisqu'on parlait d'Andin. Aujourd'hui, la position de Jean-Pierre Marchaud sur cette question. À nous, je crois qu'on est très clair, et notamment moi en particulier, puisque depuis 2010, j'ai dénoncé immédiatement la construction de la nouvelle route du littoral. Aujourd'hui, on voit qu'elle se construit, les viaducs sortent de terre, donc comme je dis toujours, on ne va pas les dynamiter. Ce que nous devons exiger du président de région, c'est qu'il sacrifie, qu'il abandonne totalement le projet de méga digue entre Grande Chaloupe et Possession. Puis quand c'est que le problème, ce sont ces digues monstrueuses, pharaoniques, qui nécessitent des matériaux. Donc, je dis au président de région, abandonnez cette méga digue, faites un viaduc ou d'autres travaux, peu importe. Et si on abandonne la méga digue, il n'y a plus besoin d'exploiter une carrière de roches massives dans cet endroit qui est la dernière côte sauvage de l'Ouest, à Bois-Blanc, et pas non plus nécessaire d'aller exploiter les lataniers quasiment en plein centre-ville à la Possession. Donc, pour nous, elle a toujours été très claire là-dessus, notre position, pas de carrière, pas exploitation de méga-carrière dans ce lieu magnifique qu'est Bois-Blanc, et dans ce quasi-centre-ville qu'est la Possession. Concernant les paillotes sur le domaine maritime, public maritime, alors notre analyse, c'est que c'est ce qu'on appelle un conflit d'usage très complexe, puisqu'on voit effectivement, c'est un peu pareil pour la crise requin d'ailleurs, quand des usagers s'en viennent quasiment aux mains, dans des débats passionnels, on essaie de comprendre pourquoi ça s'est passé ainsi. Donc là, je ne vais pas faire la jeunesse, c'est un peu compliqué, mais notre position, elle a toujours été très, très claire là aussi. Enfin, moi, je suis intervenu depuis très longtemps sur le phénomène de l'érosion du littoral. Il y a l'érosion naturelle, mais aussi l'érosion qui est due à l'action humaine. L'action humaine, c'est l'installation d'hôtels, de bétonnage du littoral, d'installation de ces fameuses paillotes. Il y a 30 ans, ces paillotes étaient toutes petites. Aujourd'hui, on se garait d'ailleurs à l'époque sous les fils à eau. Aujourd'hui, évidemment, personne ne songera à le faire. Ces paillotes ont grandi depuis des années. Donc, l'opposition officielle des élus de Saint-Paul écolo, c'est retrait de ces paillotes. On ne peut plus les laisser. Mais ce qui s'est passé, et notamment sous la mandature de M. Sinimalé, non seulement elles ont continué, mais elles se sont agrandies puisqu'elles sont allées, il y a des excroissances jusque sur la plage. Donc nous disons oui à une activité économique, mais qui ne soit pas sur le littoral, qui n'empiète pas sur le littoral. Donc on peut très bien bouger, il y a d'autres restaurants qui sont en retrait, faire de même.
pour pouvoir pallier et concilier effectivement la pratique du pique-nique privilégiée par les Réunionnais et puis une activité économique légèrement en retrait et non pas sur la partie hypersensible, ce qu'on appelle l'arrière-plage. Vous êtes pour qu'on libère la chasse aux requins et qu'on le commercialise à chair du requin ou pas? Alors, moi, je ne fais pas de focalisation sur le requin. J'ai déjà dit publiquement, et je le redis s'il faut le dire, la mort d'un homme tué par un requin, c'est une tragédie personnelle pour sa famille, ses amis, pour tout le monde. La mort d'un requin n'est pas une tragédie. Ça, c'est très clair. Donc, moi, je ne suis pas un fanat, un fou de dire non, tue pas les requins, c'est pas la question. Ce que je dis simplement, et c'est le bon sens, c'est que c'est pas en exterminant les requins qu'on va hélas régler le problème. D'accord? Donc, je pense qu'il faut, je suis convaincu, je le dis dans un texte publié il y a à peu près 2 ans, qu'il faut mettre les moyens, mais on ne les met pas, des moyens, un plan de protection utilisant toutes les technologies modernes. On se contente aujourd'hui de mettre des filets qui sont coûteux, qui ne sont pas en plus, comment dirais-je, qui ne sont pas une garantie, puisqu'il y a eu hélas des morts quand les fameux filets ont été troués. Donc, il faut prendre, mais même si c'est un problème régional, j'en parle ici, il faut prendre au sérieux cette... Parce qu'en fait, cette crise du requin, personne n'a vu venir. Personne. Je crois tous les élus, tout le monde, effectivement. Donc, plutôt que de réfléchir, on peut monter les Réunionnais les uns contre les autres. Je crois que c'est la grande erreur. Donc, aujourd'hui, il faut pacifier le débat, réfléchir à une solution. Et moi, je suis convaincu que la Réunion, demain, ne sera pas... Si elle se donne les moyens de donner des moyens technologiques nouveaux de lutter contre les requins, la présence de ces requins, de ces squales, eh bien, elle ne sera pas connue, non pas pour être une île où on risque sa vie, mais pour une île qui est à l'avant-garde de la protection contre les risques requins. Ça, il faut qu'on se donne les moyens politiques, financiers, et ça relève du Conseil régional. Et sur ce territoire de la 7e circonscription, l'environnement aujourd'hui, c'est un aspect très important ou pas? Alors, c'est très important, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est environnemental et sociétal. Les deux se touchent. Je me permets d'expliquer brièvement. C'est-à-dire, on voit combien la population en 30 ans, sur cette côte ouest, a suivi une progression bien plus importante dans le reste de la Réunion. Il y a eu un changement, il y a eu une modification quantitative de la démographie, il y a aussi une mutation sociologique. C'est-à-dire qu'avec la route des Tamarins, avec CBO Territoria qui finalement vend ses terres, qui hier étaient agricoles et qui aujourd'hui sont urbanisables, on sait très bien ce qui s'est passé. Cet aménageur et d'autres aménageurs ont construit des résidences, etc., qui favorisent une mutation sociologique. Hélas, pourquoi? Parce que cette mutation chasse, vu le prix du terrain, les populations traditionnelles qui n'y ont plus accès. Donc il y a de fait aujourd'hui beaucoup de gens qui s'installent à La Réunion, beaucoup plus qu'il y a 30 ans, effectivement, avec une composition où il y a beaucoup de métropolitains, et il y a un sentiment, on va dire, de dépossession de nombreux Réunionnais qui voient disparaître cette Réunion longtemps, que moi j'ai connue et qui était assez harmonieuse à l'époque, et d'où ces sentiments de colère, ces litiges qu'il y a aujourd'hui sur le littoral. Donc c'est une question d'aménagement, une question de choix, mais là, les responsables, c'est pas les métros qui s'installent, ce sont les élus réunionnais qui ont accepté. N'oublions pas que, par exemple, cette route des Tamarins, c'est devenu aujourd'hui la route des supermarchés. Au Portail, il y en a le plus grand centre commercial de la Réunion, et vous savez que demain, à la Renaissance, le groupe Ayotte, Plateau-Caillou. Voilà, Plateau-Caillou va installer le plus grand centre commercial, 30 000 mètres carrés, avec des parkings, des sorties, c'est extravagant. Et qui sont les victimes? Les Réunionnais qui vont consommateurs, mais aussi le centre-ville de Saint-Paul. Voilà, ça, ce sont des éléments qui montrent comment protection de l'environnement et enjeux sociétaux sont liés, et comment les élus, tous les élus de tous bords, portent une responsabilité dans ce développement qui aujourd'hui nous échappe aux Réunionnais, qui suscite les conflits que je viens d'évoquer. Alors, justement, quels sont les éléments principaux de votre programme? Alors, les éléments principaux du programme, on a un dada, si je puis dire, effectivement, et qui est aujourd'hui repris par d'autres candidats, c'est engager immédiatement le fameux chantier de la transition énergétique ou écologique. On va essayer de préciser la transition. Je vais expliquer, Énergétique, écologique. Ouais. Alors, d'abord, énergétique. Oui, les deux termes sont équivalents. On dit énergétique, parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'on veut, c'est un mode de développement dans la mobilité, l'agriculture, l'industrie, l'alimentation. Donc, c'est produire une énergie propre. Voilà, qui ne soit pas carbonée. Aujourd'hui, elle est de plus en plus carbonée. D'accord? Plus vous construisez de routes, plus on importe quand même 500 millions d'euros de fossiles par an. Et on le fait de plus en plus. On parle du charbon, du fioul. Du charbon, du fioul, on est de plus en plus dépendant. Donc ce qu'il faut faire... Sachant que le goudron est également... Le goudron, voilà. Donc plus vous faites de route, plus vous aurez de voitures et de camions, et plus vous serez prisonnier de cette importation de fossiles qui pèse sur l'économie. Et on n'engagera pas ce fameux chantier de transition énergétique ou écologique. On va garder énergétique pour faire simple si vous voulez. Donc c'est important. Donc la façon... de travailler là-dedans, par exemple l'autonomie alimentaire, qui est un élément essentiel,
et nous sommes partisans d'un plan de conversion progressif. Il ne s'agit pas d'abandonner la canne aujourd'hui, mais progressif, de conversion, de diversification de l'agriculture pour permettre d'abord d'avoir toujours des agriculteurs, mais qui demain nourrissent au lieu de nourrir aujourd'hui Tereos, parce que c'est bien ça le problème. Les agriculteurs, ils sont victimes de Tereos. On a vu ce qui s'est passé l'an dernier. Donc il faut anticiper avec cette transition énergétique dans le secteur de l'agriculture, et surtout la transition, enfin ce qu'on appelle l'autonomie énergétique, dont on parle depuis l'époque de Paul Vergès, sans savoir, en voulant pas voir qu'on s'éloigne de plus en plus de l'autonomie énergétique. De plus en plus, on regarde les chiffres donnés par la région, le taux de dépendance, c'est-à-dire le peu d'autonomie qu'on a en matière de production d'énergie, il monte aujourd'hui. On n'est pas loin des 90%, ce qui est extravagant, alors qu'on était, à contrario, dans les années 80, à 100% indépendant. Donc, si demain, on est autonome sur le plan énergétique, avec notamment des recherches et on va dire une mise en place, ce que j'appelle un pool énergétique dédié à deux types d'énergie, l'énergie des mers, qu'elle soit en surface ou en profondeur, avec les projets SWAC, et la géothermie, c'est essentiel, deux énergies pérennes. On pourra à ce moment-là, demain, entrer dans ce fameux chantier de transition énergétique. C'est un paradoxe, tout le monde parle de cette autonomie énergétique, parle de cette transition écologique. Finalement, La Réunion s'est beaucoup éloignée de ses objectifs là, depuis quelques années déjà. L'éolienne, c'est là, mais ça fait partie du paysage. Le photovoltaïque coûte de plus en plus cher, on a un rapport des plus intéressants. Donc aujourd'hui, même installer des panneaux sur les toits des habitations privées, aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt. On en parle, mais politiquement, on voit que on fait exactement l'inverse. Ça n'avance pas ou ça régresse, vous avez raison. Alors, sur le plan des éoliennes, moi, je ne suis pas un fan des éoliennes. Je vous avoue tout de suite, j'ai beau être écolo, je trouve que ça défigure le paysage. Le photovoltaïque, mais que l'on prenne photovoltaïque ou éolienne, jamais ça ne permettra d'avoir l'autonomie énergétique parce que ce ne sont pas des énergies pérennes. Elles dépendent de la présence du vent ou du soleil. C'est un appoint. Voilà pourquoi j'insiste sur des énergies pérennes, c'est-à-dire des énergies qui ne baissent jamais, que ce soit les énergies dans la mer ou les énergies qu'il y a sous la terre. On a un volcan qui est comme celui d'Haïti. À Haïti, 30% d'électricité, elle vient de la géothermie. Je suis convaincu, nous, qu'on a quelque chose à faire là-dedans. Et c'est ça qu'il faut viser, ces fameuses énergies. Mais tant qu'on ne commence pas, eh bien, la transition énergétique ou cette fameuse autonomie, elle s'éloigne pour de nombreuses années. Alors, qu'est-ce qu'un député, aujourd'hui, peut apporter comme proposition de loi en matière de transition énergétique, en matière de transition écologique, et puisqu'on parle de transition écologique, et on voit que Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, a jeté l'éponge, il faut y croire encore ou se dire qu'aujourd'hui, l'économie, la nécessité économique prime sur la transition écologique. Si je n'y croyais plus, je ne ferais plus de politique, j'irais à la pêche. Pas au requin, j'irais à la pêche. Non, je pense qu'il faut y croire. Alors effectivement, vous avez raison. Ce qui est intéressant dans la façon dont Nicolas Hulot a démissionné, c'est les raisons qu'il a données, qu'il a dites, l'émotion qu'il y a mise dans son passage dans les médias, en montrant bien effectivement tous les blocages qu'il y a, que même lui, quand même, qui est un personnage très connu, consensuel, qui n'est pas un dogmatique, qui n'est pas un ayatollah, comme il a dû jeter l'éponge, comme vous avez dit, parce qu'il est victime de ces lobbies. Donc la lutte contre les lobbies, elle est essentielle. Alors cette transition énergétique, effectivement, dont tout le monde parle, quel poids peut avoir un député? D'abord, moi je pense qu'un député ici, et notamment un député écolo, c'est pour ça que je me bats pour ça, pour qu'il y en ait au moins un, sa voix sera entendue. Quand moi j'interviens pour dénoncer le scandale absolu des prélèvements des andins, 3 millions de tonnes d'andins qui sont prélevés, et on voit les dégâts que ça cause. Qui sont prévus pour la DIC. Qui sont prévus pour la fameuse DIC. Donc, si c'est un député qui le dit, effectivement, ça aura une répercussion. Si c'est un simple, effectivement, politique, comme un élu de... Juste une question, Marchaud, ça coûterait moins cher de faire la DIC que faire le viaduc? Ou c'est plus ou moins équivalent? Alors, le ministère de l'écologie chiffre exactement le surcoût, si on fait une DIC totale, à 200 millions. Mais quand on a une route, voilà ce que dit le ministère de l'écologie, quand on a une route à 2 milliards, 200 millions de plus, de moins, c'est pas grave. Mais on sait que derrière, c'est pas les 200 millions qui font problème. On le sait très bien qu'il y a des gens qui veulent, extraire les matériaux, d'autres qui veulent les transporter, les fameux transporteurs d'andins. Il y a qu'à La Réunion, il y a un métier qu'on a inventé, transporteur d'andins, où des gens gagnent des millions à transporter des pierres. Donc je rappelle que ces pierres, les andins historiques, n'appartenaient pas aux propriétaires fonciers. Ils appartenaient à l'État. C'est l'État qui a financé leur enlèvement.
Donc voilà, il y a un scandale C'est une absolu. loi, c'est une tradition en France, c'est une loi aussi. Il faut savoir que le sous-sol appartient à l'État. La terre appartient au Tout propriétaire, à fait. mais son sous-sol appartient à Tout à l'État. fait, Demain, tout à si fait. vous trouvez du pétrole sur votre terrain, ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'État. Tout à fait, j'explique, voilà. Donc il y a un scandale là-dedans, et c'est un scandale que je dénonce. Et alors moi, je vais le dire, mettre les pieds dans le plat quand même. Je trouve, j'ai rien contre la personne, Pierrick Robert ou Thierry Robert, peu importe, mais je trouve un peu étrange, voire passablement paradoxal, pour ne pas dire scandaleux, que Pierrick Robert, qui est transporteur d'Andin, vienne se présenter, puis il était hier au rassemblement à Bois-Blanc, se présente finalement comme étant un défenseur de la nature, de l'environnement. Ce sont ces gens-là, ces gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont intérêt. Je rappelle que le meilleur ami de Pierrick, c'est Jean-Bernard Caroupaille, qui milite agressivement pour ouvrir les carrières, pour prélever encore plus d'Andin. On va rappeler que le marché du transport concernant cette partie de la route littorale, c'est 200 millions. On a annoncé le chiffre, 200 millions donc pour les transporteurs. Oui, oui. Et l'enjeu est quand même important pour eux. Il est très important. Alors, je pense qu'il faut mettre en plan un plan d'accompagnement. C'est-à-dire, si jamais on se dirigeait vers surtout il faudrait un plan d'accompagnement, évidemment, qu'on doit financer pour aider les transporteurs à se reconvertir, parce qu'on sait comment ils ont fait, c'est comme la route des Tamarins, ils ont tous acheté des camions, et ils attendent, le pied sur comment dirais-je, la pédale d'accélération, qu'on puisse donner l'ordre d'exploiter des roches passives, des carrières de roches passives. Ça ne va pas créer d'emploi, puisque ceux qui sont pour l'ouverture de la carrière de Bois-Blanc disent ça va créer de l'emploi. Très peu d'emplois et surtout pas durables. Les emplois, ils sont déjà là. Ce sont les gens qui ont acheté les camions, qui le construisent. Et puis pas durables parce qu'on aura le même phénomène. On doit se souvenir de ce qui s'est passé à la fin de la route des Tamarins. Il y a plein de gens qui ont été ruinés parce qu'ils avaient des camions qu'ils avaient achetés, qu'ils ne pouvaient plus payer. Et ils se sont rendus compte effectivement qu'on gagne beaucoup d'argent très rapidement, mais après, il n'y a plus rien. On doit payer ses salariés, les mettre au chômage. Voilà, donc le chantier de la transition énergétique, lui, il est créateur d'emplois, mais c'est pas quelque chose qui se décrète comme ça d'un coup de doigt. C'est quelque chose qui se met en place progressivement, qui suppose d'avoir tous les acteurs économiques. Moi, je suis convaincu, en tant qu'écologiste, que l'économie n'est pas incompatible avec l'écologie. C'est au même peut-être une chance demain de faire de l'économie différente. Donc, il y a quelque chose à mettre en place, et c'est ce que je ferai si demain, si les dieux de la politique me sourient, je suis le député de la 7e circonscription. Je vous accorde 1 minute 30 pour conclure. Voilà, mais écoutez, pour conclure, moi je vais dire que contrairement à ce que disent certains, aujourd'hui, cette élection partielle, elle n'est pas connectée à l'élection nationale. Elle n'a pas d'enjeu national. C'est-à-dire que si demain il y a un élu, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, ça ne va rien changer à la composition du rapport de force dans l'Assemblée nationale. Donc pour moi, elle a un enjeu local. Local, je le dis environnemental et sociétal. Et je dis aux électeurs, vous avez une chance pour cette élection de pouvoir voter sur le fond. Puisque vous savez que ça ne va pas changer le rapport de force de l'Assemblée nationale. Il y a 2 tours. Voter sur le fond, c'est voter sur ceux qui portent des projets. Je crois être le seul à ne pas faire de l'antimacronisme primaire, etc., à parler du fond des problèmes que je viens d'évoquer rapidement avec vous. Voilà, je dis, chiche, votez pour un candidat écolo. Vous avez ce qui est la droite, le centre, la gauche. Le 23, tentez le candidat écolo. Voilà. Merci Jean-Pierre Marchaud. Merci. Donc vous êtes candidat à l'élection législative partielle de la 7e circonscription. Vous avez l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Donc vous êtes donc candidat sur cette élection. On va tourner une page. Je vais juste rappeler que le dimanche 23 septembre, on vote pour le premier tour de cette élection législative partielle et que le second tour sera le 30